Ministre, la parole est à Monsieur le Président Gilles Legendre pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents de groupes parlementaires, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre sollicite la confiance de notre Assemblée. Rien ne l'y oblige. Rien ne l'y oblige, sauf le moment si particulier que connaît notre pays et qui requiert de nous tous, représentants de la nation, lucidité, gravité et courage. Les 6 mois que nous venons de vivre entre l'éclatement du mouvement des Gilets jaunes et les élections européennes ont, pour la seconde fois en 2 ans, totalement bouleversé notre paysage politique. Plus que jamais, le gouvernement et notre majorité doivent relever de grands défis dont la réussite ne conditionnera rien moins que le destin de nos concitoyens, la stabilité démocratique de notre pays, sa capacité à faire entendre sa voix en Europe et dans le monde. La situation actuelle présente des paradoxes qui pourraient aisément nous abuser si nous n'en avions pas la lecture appropriée. Premier paradoxe, la crise sociale dont le mouvement des Gilets jaunes a été le symptôme a éclaté alors que se faisaient jour les premiers résultats positifs de notre politique. Au bout de 2 ans d'exercice du pouvoir, nous avons déjà un bilan. Le chômage est au plus bas depuis une décennie. 500 000 emplois ont été créés et l'industrie cesse d'en détruire. L'investissement des entreprises croît à une vive allure. Le pouvoir d'achat augmentera cette année de 850 € en moyenne par ménage, la plus forte hausse depuis 15 ans. L'attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers se renforce, ferment essentiel de croissance et d'emploi. Nul triomphalisme dans ces constats irréfutables, mais la fierté du travail réalisé par notre majorité. Et la preuve, administrée avec éclat lors du grand débat national, que la crise de confiance qui frappe encore notre pays trouve ses origines dans un passé plus ancien et un malaise plus profond. Passé qu'il nous incombe encore de solder, malaise qu'il nous revient toujours de guérir. Deuxième paradoxe, lors du dernier scrutin européen, en dépit de la force du vote national populiste, nos concitoyens ont accordé à la liste soutenue par notre majorité un score inédit à une élection intermédiaire, qui plus est à l'issue d'une crise sociale particulièrement aiguë. Et ils ont lourdement sanctionné les partis qui nous avaient précédés au pouvoir au cours des dernières décennies. Ce crédit politique incontestable et précieux pour la suite de notre action n'est pas un chèque en blanc. Il nous permet d'agir avec une détermination intacte pour réformer, pour transformer, pour mobiliser. Il ne nous autorise pas tout. La ligne de crête, c'est le programme dessiné par le Président de la République à l'issue du grand débat national et dont votre déclaration de politique générale, Monsieur le Premier ministre, définit la mise en œuvre concrète et planifiée sous l'appellation désormais convenue d'acte 2 du quinquennat. Troisième paradoxe,
Le mouvement des Gilets jaunes a perdu de son intensité, mais personne, en tout cas pas nous, n'imagine que les fractures sociales, territoriales, numériques, écologiques dont souffre notre pays ont été réduites en si peu de temps quand elles s'étaient creusées de si longue date. Nous allons réaliser sans délai et avec ardeur le programme que vous nous proposez, Monsieur le Premier ministre. Nous savons, vous et nous, que nous débutons une course de fond plutôt qu'un sprint. Il n'y a pas une minute à perdre, mais nous devons cette vérité aux Français. La poursuite de la réparation du pays, déjà bien engagée, demandera encore du temps, beaucoup de temps. Ces trois paradoxes suffisent à caractériser l'ambition de la mission qui nous attend. Celle-ci n'est d'ailleurs que le miroir des mutations proprement bouleversantes que notre pays doit accomplir. La volonté réaffirmée avec constance depuis 2 ans par nos concitoyens de rebattre les cartes politiques est la preuve de leur conscience intime que ces transformations nécessitent des réponses nouvelles et des méthodes revisitées. Celles-ci doivent s'affranchir des codes usés qui ont entravé l'action des gouvernements au cours des dernières années. Leur futur inquiète légitimement les Français, mais le message qu'ils nous ont livré à l'occasion du grand débat national ne fait pas de doute. Nous sommes prêts à affronter ce futur, nous ont-ils dit, à une condition, que vous vous y preniez différemment dans la manière de gouverner le pays, avec nous et non seulement pour nous. Cette injonction nous oblige. Mettre l'humain au cœur de tout, disait le président de la République lors de sa conférence de presse du 25 avril dernier. Cette exigence, nous l'avons aussi entendue dans vos propos à l'instant, Monsieur le Premier ministre. Et le groupe La République En Marche la fera sienne tout au long du programme que vous nous invitez à réaliser avec votre gouvernement. Mettre l'humain au cœur de tout, c'est d'abord rassembler les Français autour d'un rêve collectif. Je sais les préventions qu'inspire le terme de rêve en politique. Du rêve à l'utopie, de l'utopie au mensonge, il n'y a des pas qu'aucun responsable ne peut prendre le risque de franchir. Je le dis pourtant ici clairement. Au fil de 40 ans d'une crise exténuante, notre pays a perdu sa raison d'être, notre nation ce qui l'unit, notre République ses repères. Il compte sur nous pour retrouver sa raison d'être, pour regagner son unité, pour se réapproprier ses repères, pour construire et faire vivre son rêve. Ce rêve collectif sera écologique, social et européen. Écologique pour réussir cette transition qui devient la cause universelle de notre siècle, en particulier pour notre jeunesse. Social pour construire cette société inclusive au profit des populations les plus fragiles. Et aussi conquérir les nouveaux droits accompagnant les bouleversements sociaux, territoriaux, démographiques, sociologiques, entrepreneuriaux, écologiques, technologiques, face auxquels les anciens modèles sont en train de démontrer leurs évidentes limites. Nouveaux droits, enfin, en faveur des femmes, dans une lutte sans relâche contre les discriminations, grande cause de notre quinquennat. Européen, enfin, car comme nous l'avons montré durant la récente campagne électorale, notre pays ne peut construire son avenir sans l'Europe, encore moins contre elle.
Monsieur le Premier ministre, il y a dans le programme que vous venez de nous présenter tous les éléments constitutifs de ce projet écologique, social et européen. Je n'ai pas besoin de les énumérer à nouveau. Permettez-moi d'insister brièvement sur les 4 sujets qui sont, pour notre groupe parlementaire La République En Marche, des priorités stratégiques. Premièrement, l'accélération de la transition écologique. Notre majorité n'a pas à rougir du travail accompli depuis 2 ans. Mais nous devons agir plus vite et plus fort en vue de la sortie des énergies fossiles, en vue des mobilités plus douces, en faveur d'une agriculture à la fois plus durable et plus rentable et d'une protection beaucoup plus volontariste de la biodiversité. Nous connaissons le dilemme qui s'oppose à cette accélération et nous devons le résoudre. Comment concilier développement économique et écologie? Tous nos efforts doivent désormais tendre vers son dépassement. Il y va de l'avenir de la planète, de la santé de nos enfants, de la confiance durable de nos concitoyens dans le progrès. La résolution de ce dilemme ne sera possible que dans un cadre global nouveau, un modèle productif entièrement réinventé. Celui-là même que les pionniers de l'écologie, à qui nous devons tant pour avoir ouvert la voie en affrontant le scepticisme dominant, ont aujourd'hui eux-mêmes tant de mal à imaginer. Cette approche globale et sur le long terme justifie, à nos yeux, une approche législative appropriée. Piste parmi d'autres, nous serions favorables à la mise à l'étude d'une loi de programmation écologique sur le modèle de la loi de programmation militaire. Deuxième priorité, la révision des lois bioéthiques. Nous nous réjouissons sans réserve de la volonté du gouvernement d'en hâter la discussion et le vote. La procréation médicalement assistée sera désormais accessible aux femmes seules et aux couples de femmes. Nous serons fiers de réaliser cette promesse que nous avions faite lors des campagnes de 2017, sans rechercher à décrocher un trophée politique, ni heurter les consciences de qui que ce soit, mais au contraire, en contribuant à installer dans cet hémicycle un débat de qualité à la hauteur des enjeux que revêtent ces textes d'une très grande complexité. Troisièmement, la réussite des chantiers sociaux les plus emblématiques, l'assurance chômage, les retraites et la dépendance. Nous savons que la réforme de l'assurance chômage est réglementaire. Elle complète néanmoins une architecture nouvelle des droits et devoirs des salariés et des entreprises votée par notre Assemblée au cours des 2 dernières années. Nous sommes favorables à tout ce qui favorise, accélère le retour vers l'emploi, y compris en utilisant à bon escient le levier de l'indemnisation. Mais il nous semble que les efforts qui seront demandés aux salariés pour accepter une couverture moins généreuse doivent aller de pair avec la mise en place d'un système le plus étendu possible de bonus-malus permettant de poursuivre la tendance déjà à l'œuvre vers une réduction des contrats courts au profit de l'emploi durable. Concernant la réforme des retraites, elle sera sans conteste l'illustration la plus marquante de la volonté de notre majorité de refonder notre protection sociale sur une base beaucoup plus solidaire. S'il vous plaît. La création d'un régime universel par répartition et par points, préparé par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye,
est attendue par nos concitoyens. Mais la complexité même du sujet et la prise en compte concrète des innombrables situations individuelles que la réforme devra embrasser imposera de la part du gouvernement un investissement massif pour que celle-ci devienne le bien commun de tous les Français. Notre majorité, déjà organisée à cette fin, en prendra naturellement toute sa part. La dépendance, enfin, sera, autant que la réforme des retraites, une des lois majeures du quinquennat pour rassurer nos citoyens de toutes les générations quant aux évolutions profondes provoquées par l'allongement de la durée de la vie. Sur ce sujet, plus encore que sur tout autre, notre groupe parlementaire, déjà au travail, souhaite prendre une part active à l'élaboration des propositions qui seront faites aux Français et aux choix qui seront arrêtés pour les financer. Quatrième et dernière priorité, la revitalisation des territoires et des services publics. Nous considérons, comme vous, Monsieur le Premier ministre, que les deux sujets sont étroitement liés et s'enroulent autour d'un besoin impérieux de proximité exprimé par nos concitoyens. Nous n'ignorons rien des difficultés à surmonter pour atteindre cet objectif et nous souscrivons au projet que vous avez proposé pour y réussir. De la clarification des responsabilités entre l'État et les territoires aux maisons France Service, du plan santé 2022 au programme Action publique 2022, de la révision de la loi NOTRe aux dispositions favorisant l'engagement de l'élu, en particulier le maire. Ce vaste ensemble, cohérent autant qu'exigeant, nécessite d'être engagé rapidement, sans jamais perdre de vue le rôle essentiel que joueront l'engagement et le dévouement de nos fonctionnaires dans la réussite de ces transformations. Certes, il ne fera sentir ses pleins effets que sur la durée. Il importera donc que nous soyons capables de dégager des résultats rapides et visibles, même imparfaits ou incomplets. En aucun cas, nos concitoyens ne pourront douter de notre détermination à répondre à leurs exigences de services publics de très haute qualité. Une démarche d'expérimentation sera à cet égard la bienvenue. Ces 4 priorités, encore une fois, n'excluent aucun autre aspect du programme très complet que nous allons réaliser. Les transformations de l'école, le service public universel, le pass culture, la réforme de l'audiovisuel, l'adaptation de notre politique du sport, notamment en prévision des Jeux olympiques, la stratégie pauvreté, la lutte contre les pensions alimentaires impayées, le revenu universel d'activité, la politique de sécurité protégeant les populations les plus exposées, le débat annoncé sur l'immigration que nous souhaitons à la fois apaisé, réaliste et raisonnable et qui devra s'accompagner d'une modernisation de notre politique d'aide publique au développement. L'ajustement permanent de notre action en faveur du logement, au plus près des besoins de nos concitoyens et des réalités du marché. Tous ces chantiers et bien d'autres devront poursuivre le même objectif, inverser progressivement la spirale mortifère de la défiance en un cercle vertueux de la confiance chez nos concitoyens. Nous avons mentionné l'incontournable contrainte du temps inhérente à toute transformation d'envergure dans notre pays. Le tableau serait incomplet si nous n'évoquions pas également la contrainte financière tout aussi impérieuse qui pèse sur la dite transformation. Notre majorité peut s'enorgueillir d'avoir amorcé depuis 2 ans une remise en ordre de nos finances publiques qu'aucune de ses devancières n'avait osé.
Celle-ci est le résultat d'ajustements budgétaires classiques et de réformes de fond qui transforment progressivement notre modèle économique et social et rendront à terme à la fois la dépense publique et l'impôt moins lourds et plus efficaces. La crise sociale et sa réponse forte que complète la prochaine baisse confirmée de l'impôt sur le revenu peut freiner la courbe du redressement, en aucun cas l'inverser, et encore moins compromettre la transformation de ce modèle. Celle-ci est le seul gage d'un desserrement définitif de la contrainte budgétaire et de sa manifestation la plus menaçante, qu'est le poids de notre dette publique. Elle doit continuer d'être conduite avec la plus grande fermeté, à l'image, par exemple, du travail sur les niches fiscales entrepris par notre groupe à l'issue du grand débat et que nous souhaitons poursuivre avec vous. Mettre l'humain au cœur de tout, c'est aussi permettre aux Français de construire leurs propres rêves, ce qui suppose de leur donner la parole et de les écouter. Dans son état actuel, notre Constitution ne le permet pas, en tout cas pas assez. C'est la raison pour laquelle notre groupe parlementaire aspire résolument à ce que la nouvelle réforme constitutionnelle proposée par votre gouvernement aboutisse. Le référendum d'initiative partagée, dont les conditions seront assouplies, et la future chambre de la participation citoyenne ouvrent la voie à cette démocratie délibérative réclamée par nos concitoyens, sans mettre le moins du monde en péril notre démocratie représentative. L'introduction de la proportionnelle constituera aussi, à l'évidence, un facteur de respiration et une garantie de meilleure représentation démocratique. Conscient des risques politiques indépendants de notre volonté qui pèsent sur cette réforme institutionnelle, notre groupe considère qu'il n'est pas besoin d'attendre que celle-ci réussisse pour changer radicalement la donne dans le rapport des Français à la politique. Le grand débat national a démontré, contre les sceptiques, contre les méfiants, que le dialogue pouvait s'instaurer dans un cadre qui n'était pas qu'institutionnel. À son issue, à cette tribune, je suggérais il y a quelques semaines que le grand débat ne s'arrête jamais. Cela ne dépend que de nous. C'est dans cet esprit que notre groupe accueille très favorablement la Convention citoyenne pour la transition écologique ou la mobilisation nationale pour l'emploi et pour l'écologie. Nous serons aussi amenés, le jour venu, comme nous nous y étions engagés durant le grand débat, à faire à votre gouvernement des propositions concernant, cette fois, la revitalisation de notre démocratie sociale. Je parle ici des syndicats et du monde associatif, aux responsabilités respectives très différentes, mais tous acteurs décisifs de notre vie collective, et qui, à l'image de tous les autres, peuvent et doivent voir leur rôle mieux reconnu et, le cas échéant, évoluer. Monsieur le Premier ministre, le groupe La République En Marche votera la confiance. Comme cela a été le cas à chaque fois quand vous avez sollicité son vote. À ce stade du discours, il est d'usage d'assortir cette affirmation de nuances ou de conditions. Confiance rimerait avec vigilance ou irait de pair avec exigence. Ce n'est pas
du tout l'esprit qui nous anime. En revanche, la crise de l'hiver dernier, la manière dont nous avons planté les premières graines de sa résolution et les enseignements du grand débat national nous ont beaucoup appris sur notre manière de gouverner. Les Français, je l'ai dit, souhaitent que nous les rassemblions autour d'un projet. Et le rassemblement, ainsi que la nécessaire considération qui va de pair, compte au moins autant que le projet lui-même. Le rassemblement des Français commence par celui de la majorité tout entière. Cette majorité que nos concitoyens, défiant toutes les lois de l'apesanteur politique, ont choisi de donner au président de la République en 2017 pour réaliser le programme sur lequel il l'avait élu. Le rôle que vous jouerez personnellement pour réussir ce rassemblement sera décisif. Rassemblement dans le respect scrupuleux de la diversité de notre majorité, qui est aussi sa principale richesse, et en faisant de l'équilibre de ses sensibilités politiques le point d'appui constant de votre action. Le groupe La République En Marche vous fait confiance, Monsieur le Premier ministre, confiance réciproque, bien sûr, qui sera le gage de notre réussite collective au service du pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.